C'est de Paris que vient la contestation. Cet éternel esprit contestataire des Parisiens inquiète les rois. Paris et ses emportements sont si imprévisibles. Alors on décide qu'en cas de crise, il faut à tout prix protéger l'exécutif et l'éloigner de la capitale. Le roi, ses officiers, scribes et secrétaires doivent rester hors d'atteinte des aigreurs populaires. Et c'est dans une forêt giboyeuse, proche de la capitale, qu'on va construire un des plus grands châteaux qui soit. C'est à Vincennes que ça se passe. Dans sa physionomie, le château de Vincennes tient plus de la résidence royale fortifiée que du château fort. Et c'est à Charles V que l'on doit les grandes transformations du simple manoir d'antan. Pour commencer, il veut fortifier le site et construire un donjon à l'ouest du manoir d'origine. C'est lui qu'on voit au centre. Ce donjon, destiné à accueillir le roi, est une véritable place forte à l'intérieur de la place forte. Une tour carrée, munie de tourelles à ses 4 angles, abrite 5 niveaux. On trouve les appartements royaux avec terrasse au 1er et 2e étage. Et on réserve aux soldats et aux domestiques les autres niveaux. Seules les provisions et réserves sont placées au rez-de-chaussée. Là où le roi installe son cabinet de travail, on soigne les lieux et on installe des statues de la Trinité pour rappeler qu'il est sous protection divine. Les décorateurs peignent la chambre du roi de fleurs de lys d'or sur un fond bleu. Et avec 8 mètres de hauteur sous plafond, il y a du boulot. Mais ça n'est pas tout. Une enceinte de 11 mètres de haut, de larges douves, une entrée principale, un châtelet, et 2 autres portes accessibles par des ponts-levis assurent la défense de l'ensemble. Le donjon et l'enceinte sont achevés en 1371. Mais le roi veut plus. Il ordonne la construction d'une autre enceinte pour protéger l'ensemble des bâtiments, donjons, vieux manoirs, chapelles et bâtiments résidentiels. 9 ans plus tard, la muraille et son chemin de ronde ceinturent la forteresse. L'ensemble a de l'allure, c'est sûr. Mais Charles V va mourir et son successeur a d'autres préférences. Charles VI apprécie surtout l'hôtel Saint-Paul, qui se trouve sur l'actuel quai des Célestins. C'est son père qui l'a fait construire. Le même qui lui a transmis le goût des belles choses. Tentures brodées, peintures, pièces d'orfèvrerie et bois précieux. Et la vie y est si calme, l'air si pur. C'est justement ce que veut le roi. Dans cet ensemble luxueux de bâtiments, parcs et jardins, ce qu'il veut, c'est se refaire une santé. L'hôte de ces lieux enchanteurs, le roi Charles VI, se comporte étrangement. Charles VI a des absences, et parfois même des crises de démence. La plupart du temps, la crise est innocente, mais pas toujours. Il a déjà tué 4 personnes, sans raison. Il faut donc attendre que la crise s'éloigne, jusqu'à la prochaine. Dans ces conditions, le pouvoir est confié à différents régents successifs. Mais au lieu de veiller à la bonne marche de l'État pendant les absences du souverain, il livre au pillage le trésor royal. Paris reste convoité, et la folie du roi est perçue comme une occasion de s'emparer du pouvoir. Bourguignon et Armagnac se disputent déjà le trône. C'est ainsi que le duc de Bourgogne, Jean sans peur, va transformer son hôtel particulier parisien en petit château fort. En prévision des affrontements, il fait construire une tour solide de 27 mètres de haut. Elle se dresse fièrement dans Paris, comme un roc inexpugnable. Et c'est au 20 rue Étienne Marcel, dans le 2e arrondissement de Paris, que l'on peut toujours l'admirer. Visitons cette surprenante architecture bourguigno-médiévale en plein Paris. On y voit une salle des gardes au rez-de-chaussée, des appartements au 1er, une belle salle au 2e, la chambre à coucher des écuyers au 3e et la splendide chambre du duc au 4e. Et tout en haut, on trouve aussi 2 souvenirs du duc de Bourgogne. Tout d'abord, le magnifique chêne de pierre qui grimpe sous les voûtes. Cet arbre a 3 types de feuilles. Celle du chêne, pour rappeler son père Philippe le Hardi, celle de l'aubépine, pour rappeler sa mère, et le houblon, pour lui-même. Ensuite, on y découvre encore 2 vitraux, dont un porte les armes du duc. Les temps qui s'ouvrent voient s'affronter les fidèles du roi et les partisans des Bourguignons. L'affreuse discorde a tourné à la guerre civile.
Et pendant que les deux clans se battent, l'Anglais fait figure de troisième larron. Il cherche à profiter de la situation pour dominer le royaume. Au milieu de tous ces troubles et des ravages des épidémies, le château de Vincennes reste le lieu où se réfugier et où le pouvoir peut s'exercer. Un havre de paix, en quelque sorte. Mais le havre de paix et surtout de sécurité qu'est le château de Vincennes n'exclut pas quelques améliorations. En 1470, Louis XI se fait construire dans l'angle sud-ouest de l'enceinte du château un coquet pavillon de plain pied, plus agréable que les pièces à étage du donjon. Il en profite aussi pour relancer le chantier de la chapelle. Quel sublime témoignage de l'architecture de la fin du XVe siècle, du gothique flamboyant pur, avec une nef d'un seul niveau aux vertigineuses proportions. Sous Louis XIV, le château est converti en arsenal. Il s'endort. En 1958, à peine élu président de la République, le général de Gaulle songe très sérieusement à y établir le cœur du pouvoir républicain. Mais finalement, il y renonce. Nouvelle mise en sommeil pour les bâtiments. Le donjon menacé de ruine doit être fermé en 1995. Mais 12 ans plus tard, il revient ragaillardi, entièrement restauré à l'aide de 20 000 blocs de pierre. L'irremplaçable témoignage de l'architecture médiévale rouvre ses portes au public. Revenons au XVe siècle et à notre guerre civile opposant Armagnac et Bourguignon. Jean sans peur vient de traiter secrètement avec le roi anglais Henri V une répartition du royaume. Paris sera bientôt le fief du duc de Bourgogne. Dans la nuit du 29 mai 1418, 800 soldats bourguignons massacrent les fidèles du roi fou. Charles VI est promené comme une marionnette dans Paris, et en plus il sourit. Le fils du roi, le futur Charles VII, se déguise alors en bourgeois. Il met un pauvre manteau gris, un simple bonnet, et il fuit incognito. C'est juste avec une petite troupe de soldats fidèles qu'il fuit la capitale, encore une fois livré à la violence. Prince sans couronne et apparemment sans avenir, Charles ne sait pas alors qu'il lui faudra 18 ans de combat pour reprendre Paris et reconquérir le pouvoir. À Bourges, dont il fait sa capitale provisoire, le dauphin Charles se déclare pourtant le seul détenteur du pouvoir. Bientôt, les partisans du jeune roi Charles VII considèrent Bourges comme la véritable capitale du royaume. Car les Anglais occupent les bords de Seine et contrôlent plus de la moitié du territoire. Bordeaux, la Normandie, la Champagne, la Picardie, l'Île-de-France et bien sûr, Paris. Alors, chacun guette déjà le moment où Paris redeviendra la capitale d'une France dont l'anglais aura été bouté hors de ses frontières.